Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. À chaque jour, sa révélation dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. L'État conteste l'arbitrage et annonce son intention de déposer un recours, prévient Jean-Marc Ayrault. De son côté, Stéphane Richard, mis en examen hier, aurait confirmé aux enquêteurs la tenue d'une réunion cruciale à l'Élysée en présence de Bernard Tapie. Les détails dans ce journal. J-1 avant l'ouverture du débat sur les retraites, la commission Moreau dévoilera demain ses propositions choc dans les sondages. Une majorité de Français réclament l'égalité publique-privée. Attention à ne pas faire des fonctionnaires les boucs émissaires de la situation actuelle, prévient la ministre Marisol Touraine. En Iran, après de nombreux désistements, il reste au final 6 candidats à l'élection présidentielle. Les Iraniens sont appelés à voter demain pour tourner la page de l'ère Ahmadinejad dans un pays frappé par une sévère crise économique due en grande partie aux sanctions internationales. Les enjeux du scrutin dans le tour de l'info. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. C'est comme un feuilleton sans fin. L'affaire Tapie Crédit Lyonnais ne cesse de rebondir. Mis en examen pour escroquerie en bande organisée, Stéphane Richard aurait expliqué durant sa garde à vue avoir été convoqué à une réunion à l'Élysée par le secrétaire général de l'époque, Claude Guéant, en présence de Bernard Tapie. Ce soir, l'homme d'affaires affirme ne pas s'en souvenir et indique dans une interview à paraître demain dans Le Figaro que tout le monde, je cite, a donné son feu vert à l'arbitrage. Et de son côté, l'État, par la voix du Premier ministre, confirme aujourd'hui son intention de contester la procédure d'arbitrage. On écoute Jean-Marc Ayrault. À travers l'enquête judiciaire qui est en cours, apparaissent des éléments nouveaux et donc l'État va demander d'engager un recours en annulation de cette procédure d'arbitrage. Et justement, nous allons nous arrêter un instant ce soir sur ce recours de l'État annoncé par le Premier ministre, une procédure qui reste exceptionnelle. Les explications de Camilla Campuzano. L'État s'engage. Il contestera officiellement l'arbitrage de l'affaire du Crédit Lyonnais, une décision de Matignon qui devrait rapidement se concrétiser. L'État s'est constitué partie civile pour avoir accès au dossier et pour faire en sorte de veiller, c'est son rôle, à ce que les intérêts des contribuables ne soient pas lésés. Et dans cette perspective-là, tous les moyens d'action qui sont à notre disposition sont et seront envisagés en fonction du développement du dossier. Un dossier tentaculaire qui semble remonter de plus en plus haut, des raisons qui poussent l'État au recours en révision, une procédure quasiment sans précédent. Dans ce système d'arbitrage, l'appel reste exceptionnel. C'est évidemment un symbole très fort. L'État qui s'est engagé à avoir recours à l'arbitrage, maintenant souhaite réviser cette sentence. C'est qu'il estime effectivement avoir été floué, que certains ont œuvré à l'encontre de l'État dans le cadre de cette affaire. Et encore une fois, ça suppose qu'il y ait la preuve qu'on ait pesé sur la conscience des arbitres et qu'ils aient pris une décision, qu'ils n'ont pas pris une décision en toute indépendance. C'est donc la Cour d'appel de Paris qui devra trancher s'il y a eu fraude ou non. Une procédure qui devrait prendre moins de 2 ans. Et en cas d'annulation de l'arbitrage, Bernard Tapie devrait rembourser les 403 millions d'euros qu'il a touchés. Et dans l'actualité, aujourd'hui, l'ultime hommage à Pierre Mauroy à Lille, 2 jours après les honneurs rendus aux Invalides. En présence de Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry, très émue, a remercié son mentor lillois en lançant « Merci Pierre, ne t'inquiète pas, on continue, on l'écoute ». Ces valeurs ne l'ont jamais quitté et elles l'ont guidé toute sa vie. Ne répétait-il pas lui-même « à gauche je suis, à gauche je reste ». Mais Pierre Mauroy ne voulait pas seulement se révolter, gronder comme il savait, le faire, s'insurger. Toujours, il a ressenti le besoin et la volonté de changer les choses et donc d'agir. La vision, l'action, voilà ce qui effectivement résume le grand homme d'État dont a parlé le président de la République. Je vais te redire, et je te le redis au nom de tous aujourd'hui, merci Pierre. Ne t'inquiète pas, on continue. Voilà pour cet hommage ému de Martine Aubry. Autre
Actualité, la grève à la SNCF a été largement suivie aujourd'hui par les conducteurs et les contrôleurs de train. Il y avait en moyenne 4 trains sur 10 qui circulaient. Alors à l'origine de ce mouvement, il y a la réforme ferroviaire. Les syndicats reconnaissent qu'une réforme est nécessaire, mais rejettent celle du gouvernement. Les explications de Mathilde Bélanger. 4 trains sur 10 en moyenne sur les rails aujourd'hui, un trafic très perturbé, mais pas de pagaille dans les gares. Beaucoup d'usagers avaient pris leurs précautions. Pour les autres, l'ambiance était à la résignation. Super, il n'y a personne dans le train et on s'est levé 1 heure plus tôt pour prendre le train. Pourquoi ? Parce que le train d'avant, d'après, était annulé. Ça m'inquiète plus, ça m'étonne plus. Voilà, hein. On vient et on essaye de sauter dans le train, quoi. Avec 33% de grévistes selon la direction de la SNCF, le mouvement a été largement suivi, particulièrement chez les contrôleurs et les agents de conduite. Ils protestent contre le projet de réforme du rail en préparation au gouvernement. Celle-ci doit réunir la SNCF et Réseau Ferré de France, actuellement indépendants, pour en faire 3 établissements publics, dont l'un sous forme de holding chapeauterait les 2 autres. Un projet qui doit juguler l'endettement du secteur, qui s'élève aujourd'hui à 30 milliards d'euros. La France a besoin d'un système ferroviaire qui soit réunifié dans un groupe public. La France a besoin d'une stratégie ferroviaire qui réponde aux enjeux à la fois du transport du quotidien, mais également des investissements d'avenir. Les syndicats pointent au contraire le risque d'un éclatement du système ferroviaire. La grève devrait se poursuivre jusqu'à 8 h demain matin. J-1 avant l'ouverture du débat sur les retraites, la commission Moreau dévoilera demain, vendredi, ses propositions. Choc et dans les sondages, une majorité de Français réclament l'égalité publique-privée. Attention à ne pas faire des fonctionnaires les boucs émissaires de la situation actuelle, prévient la ministre Marisol Touraine. La suite du 22h est en notre compagnie ce soir. Nos invités que je vous présente avec plaisir. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, professeur à Sciences Po et président de CAP. Et notre invité, le journaliste et écrivain Jean-François Kahn. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Comment s'en sortir. Je vous en supplie, lisez ça. C'est vous qui le dites. Tout cela a été dicté chez Plomb. Alors Jean-François Kahn, d'abord, c'est assez rare pour être souligné. Voilà un livre qui s'inscrit en faux contre le pessimisme ambiant. Vous dites, oui, la France a les moyens d'agir, de s'en sortir. Est-ce que c'est l'éloge du sursaut, du rebond ? Oui, une des raisons, on s'aperçoit aujourd'hui, comme toujours dans les périodes difficiles, c'était malheureusement, c'est ce qui se passait dans les années 39, 40, etc., c'est le plaisir que certains Français prennent à cracher sur leur propre pays. Espèce de masochisme antinational. Et c'est épouvantable. Évidemment, on ne pourra s'en sortir déjà, c'est la condition minimum, que si on réapprend à aimer son pays, à aimer sa patrie, à considérer qu'il s'en est sorti toujours et qu'il peut s'en sortir, qu'il y a eu des moments pires dans son histoire et qu'il a bondi et rebondi et se demander mais comment il a fait. Et donc, faut rompre avec cette atmosphère épouvantable. Il y a une rupture chez vous aussi, parce qu'après avoir, pardonnez-moi, mais tant critiqué dans vos ouvrages, vos articles, vos tweets, ben voilà que vous proposez. Quel a été le déclic chez vous ? Ça suffit pas en effet, on critique. Ah, vous le reconnaissez, oui. Bah, oui, mais c'est normal de critiquer. Mais attendez, s'il faut s'en sortir, s'il faut rebondir et bondir, ça veut dire qu'on va mal et qu'on peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir ? On connaît votre ferveur habituelle, hein, on la voit encore ici ce soir, mais il y a quelque chose de plus dans ce nouvel ouvrage, il y a de la rage. D'ailleurs, hein, vous dites, vous suppliez, je vous en supplie, lisez ça, vous dites aux gens. Oui, mais c'est-à-dire que, évidemment, moi j'ai écrit beaucoup de livres, j'aurais jamais l'idée sur un livre de philosophie, d'histoire, n'importe quoi, dire je vous en prie, lisez ça. Les gens ils lisent ce qu'ils veulent, je sais pas. Mais là, je le fais pour ça, pour contribuer. Après, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ils en discutent. Mais je veux, avec rage. Alors pour le coup, c'est vrai, espèce de rage. Je voudrais que les gens le lisent, même s'ils sont d'accord. S'ils sont pas d'accord, je l'applaudis. Même s'ils sont pas d'accord, je voudrais, parce que je le fais pour ça. C'est vraiment un acte patriotique. Je sais que c'est ridicule de dire ça aujourd'hui, un acte patriotique, mais c'est vraiment un acte patriotique. Oui, on peut s'en sortir. Et oui, on s'en sortira. Oui. Je dis pas à 100% en faisant ce que je dis, mais je suis convaincu que c'est en allant dans cette direction. On va rentrer dans le détail, parce qu'il y a des propositions. Je vais d'abord laisser la parole à Jean-Louis Gombaud. Hein. C'est un discours, oui, Jean-Louis, qui tranche avec ce qu'on entend d'habitude et avec ce que l'on raconte, nous aussi, ici dans le journal. Je vous en supplie, lisez ça. Bon, j'ai suivi cette supplique
Et j'ai donc lu votre ouvrage. En plus, c'est 10 €, donc c'est pas quand même très très cher. C'est écrit gros. Hein Bon, allez-y. C'est écrit lisible en tout cas. C'est écrit très gros. C'est écrit lisible. Et donc ce que je vais dire, ce qui m'a intéressé dans l'affaire, et vous revenez souvent sur cette question, c'est que vous combattez ce qu'on appelle les raisonnements binaires. Voilà. C'est le binarisme, vous êtes en lutte contre le binarisme. C'est ça ou c'est ça, c'est ça ou c'est ça. Et comme vous savez, quand vous faites le reproche d'être un centriste, c'est-à-dire d'essayer de combiner un petit peu, de prendre ici et là les choses pour faire ça, vous montrez bien, ça qui est intéressant dans le bouquin, c'est que pour vous, ce qu'on peut appeler le centrisme, n'est pas la ménager, la chèvre et le chou, mais d'aller vers une convergence. Une convergence. Et le problème, c'est que c'est une convergence des idées, mais vous ne parlez pas des intérêts économiques notamment. Alors la réponse, Est-ce qu'il y a des intérêts qui s'opposent, et de manière absolue? Jean-François Kahn. Oui, il y a des intérêts qui s'opposent et de façon absolue. D'abord, il faut bien le dire, quand je parle de convergence, c'est pas l'Union nationale. Non. Il faut bien voir, l'Union nationale, c'est, allez, tous ensemble, vous pensez rien pareil. Oui, mais c'est un rapprochement, c'est une coalition quelque part. Non, c'est un projet. Regardez, Mendes France, quand il nous sort de la guerre d'Indochine, vous êtes d'accord pour sortir de la guerre d'Indochine? Il y en a qui ne sont pas d'accord, ils veulent continuer la guerre, ou alors ils sont avec le Viet Minh, je ne sais pas. Mais vous êtes d'accord pour qu'on sorte la France de cette guerre d'Indochine? Alors on va le faire ensemble. Oui, mais circonstances De Gaulle particulières. sur la guerre d'Algérie, on va le faire ensemble. Vous êtes d'accord pour qu'on libère le territoire en 1944? C'était des circonstances particulières aujourd'hui. Sur quoi il va y avoir ce rapprochement? On n'est pas dans une circonstance particulière aujourd'hui? On n'est pas dans une crise majeure? Oui, mais on est dans une crise globale. Et dans vos exemples que vous prenez dans le bouquin, c'est sur des points particuliers. On est d'accord sur l'Indochine, on est d'accord sur l'Algérie, mais là, on est dans un processus, dans une crise générale. Oui. Donc on ne peut pas, à mon avis, vous tordez un peu l'affaire, vous prenez des points particuliers. Et 44. Et le fait qu'il faut changer, qu'il faut non seulement libérer le pays, et pas les seuls, mais qu'il faut inventer un autre type de société que celle qui nous a mis dans la situation où l'on est. Et s'il n'y avait pas eu, en effet, des communistes, des socialistes, droite libérale, nationalistes, même des royalistes, il y a aussi des pétinistes. C'est pour ça que c'est pas l'Union nationale. Ils sont en face. Mais contre eux, et au nom d'un certain nombre de valeurs, on se met ensemble. Mais Jean-François Kahn, vous invitez les politiques, vous dites, à dépasser leur opposition stérile et systématique sur les sujets importants. Vous citez la réduction des déficits et tout cela. Tout le monde serait d'accord, les Français sont d'accord, ça semble évident, mais est-ce que votre rêve, pardonnez-moi, n'est pas sympathique et tellement naïf, il est même touchant, quelque part? Vous croyez vraiment que vous y croyez vous-même? Non, je crois, c'est pas que j'y crois, c'est que c'est nécessaire. C'est absolument une nécessité. Vous savez, quand je parlais de 44, je suis convaincu, en 42, quelqu'un aurait dit, attendez, d'abord quelqu'un vous aurait dit on peut libérer le pays, on aurait dit vous êtes naïf, vous êtes utopiste. C'est d'ailleurs ce qu'on disait sur De Gaulle. C'est exactement ce qu'on disait. Il aurait dit on va se mettre ensemble. Comment on va se mettre ensemble? Les gens de droite, de gauche, c'est impossible. Ben non, on va se mettre ensemble. Et c'est parce qu'on s'est mis ensemble. Sur un projet, encore une fois, j'insiste, c'est pas l'Union nationale. C'est un projet contre les traites, contre les réactionnaires qui nous ont mis dans cette situation, contre... voilà, mais on porte ce projet et on y arrive. Et, Stéphane Rosès. Oui, moi je comprends la rage de Jean-François Kahn. Je la dirais de la façon suivante. Il y a une contradiction terrible dans notre pays entre la façon dont nous voyons nous de façon dévalorisée et la façon dont souvent ce sont les étrangers qui voient nos atouts. Par exemple, 63% des leaders économiques et d'opinion au plan international pensent qu'on peut tirer positivement parti de la mondialisation, quand dans la même étude internationale, nos propres leaders ne sont que 33%. Et donc évidemment, il y a une contradiction entre nos atouts objectifs et le fait que sur le territoire, les Français sont innovants, se déploient, les entreprises françaises sont toujours les deuxièmes en termes d'innovation, et un pessimisme national qui vient de ce que dit justement Jean-François Kahn, c'est que pour tenir ensemble, il faut toujours un projet qui nous dépasse, quitte ensuite à ce qu'on se dispute sur le projet. Quand Jean-François Kahn parle des colonies, eh bien, les colonies, c'était la France en grand, mais il y avait des débats sur les colonies. La position de Lyotten n'était pas celle de Pétain, celle de Ferry. L'Europe comme la France en grand. Eh bien, sur le contenu même de l'Europe, on se disputait. Et c'est cette projection commune qui permet aux Français de s'assembler. La crise actuelle, pour répondre à ce que dit Jean-Louis Gombault justement, c'est que la globalisation semble faire que les Français seraient des malades. Et le point en commun entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est qu'une fois élus,
Leur façon d'être et de faire semble intérioriser le fait que nous serions malades. Et comme la France, c'est comme un pays, la France, c'est comme un individu. La France fonctionne au surmoi. C'est-à-dire que nous avons un faible moi, nous avons une faible valeur de nous-mêmes. Et si nous n'avons pas cette projection, eh bien, le pessimisme arrive parce qu'il faudrait soit périr, soit renoncer à ce que l'on est. La phrase, l'inconscient, hein, quelquefois joue des tours, de François Hollande. Absolument. Sur la boîte à outils. Ça veut dire quoi? Au moment où tout le monde sent bien qu'on a besoin, il faut des transformations, il faut du changement. Qu'est-ce qui... Bricolage. Le symbole du bricolage, c'est la boîte à outils. Donc, c'est une façon de dire, on va bricoler. Mais non, monsieur. Oui, vous seriez très bien à une époque où il faut bricoler. Vous êtes intelligent, vous êtes sympathique. Mais là, vous n'êtes pas adapté si vous voulez bricoler. C'est pas vrai. D'ailleurs, oui. Toujours inconscient, absolument, toujours inconscient dans l'autre sens de François Hollande. Quand à Tombouctou, il dit c'est le plus beau jour de ma vie politique, tout le monde s'interroge pourquoi. Mais parce que là, justement, on est dans une projection dans l'espace. Il y a une cohérence entre l'universalisme des Français, les French Doctors, les forces d'intervention, le droit d'ingérence, un but qui est lutter contre le terrorisme et des moyens militaires. Le problème de la crise, c'est la question européenne. Bon. Car nous avons une Europe qui fonctionne. Il y a une Europe qui fonctionne sur le comment, alors que nous sommes un pays du pourquoi. Oui, mais alors je vais te dire ça un petit mot. Il y a une critique qu'on m'a fait d'ailleurs, enfin pas beaucoup, mais qu'on m'a fait, mais qu'on peut me faire, je reconnais, je l'assume, c'est que je parle peu de l'Europe. Et que je parle peu de la mondialisation. Et j'ai fait exprès. C'était une question que j'allais vous poser. Comment s'en sortir? Nous ne sommes pas unis. Évidemment que la mondialisation joue et que l'Europe joue. Mais pourquoi j'ai fait exprès? Parce qu'il y a quand même une tendance aujourd'hui très forte à se défausser en disant mais attendez, il n'y a rien à faire. Mais c'est même pas la peine d'essayer, mon vieux. C'est même pas la peine de se secouer les puces. C'est la mondialisation, c'est pas moi. C'est l'Europe, c'est pas moi. Mais ce n'est pas vrai. On peut faire énormément. On peut faire beaucoup. À l'intérieur des mondialisations de l'Europe, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Et c'est pour ça que j'ai un peu poussé, en n'en parlant pas, en disant ce qu'on peut faire, nous, chez nous. Simplement, justement, sur le pessimisme, c'est un sentiment très français et que français sur le déclin de la France. C'est-à-dire, vous ne trouvez pas ça en Allemagne, c'est de l'autoflagellation. Vous ne trouvez pas ça au Venezuela, même dans des pays particulièrement. C'est très particulier à la France et c'est quelque chose de mystérieux. Un petit mot quand même. Vous sous-estimez, c'est tout le début du bouquin, c'est un peu ça, qui aujourd'hui peut soutenir le système libéral, néolibéral, bon, d'accord. Mais en réalité, oui, je sais bien, je connais la différence. Mais le problème, c'est que vous vous trompez. C'est-à-dire qu'en réalité, à mon avis, sur l'opinion, je ne dis pas sur le fond, l'idée selon laquelle il y a un rejet du néolibéralisme dans le monde, à mon avis, est erronée. Vous sous-estimez l'adhésion au néolibéralisme dans le monde. Dans un milieu intellectuel français, oui, mais dans l'opinion publique et française et mondiale, non. Alors là, je crois, excusez-moi, vous vous trompez sur un point, et c'est très important, ça a des conséquences tragiques pour une autre raison. Ce n'est pas une question idéologique. Je crois qu'il est très important de comprendre qu'il y a dans la France, dans l'opinion populaire française, deux rejets. C'est fondamental, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, c'est fondamental. Il y a deux rejets. Un, c'est en effet le rejet des conséquences de la logique néolibérale en matière économique et sociale. Je parle en France. Hein. L'autre, c'est le rejet de l'héritage 68ard, les excès de l'héritage 68ard en matière de mœurs, etc. Or, qui a confisqué et qui, quelque part, a confisqué ces deux rejets, assume ces deux rejets? Marine Le Pen. Donc si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que tant qu'elle pourra confisquer et se présenter comme la personne qui fait la synthèse des deux rejets, eh bien, il y aura un vrai danger du Front National. En ce sens, je crois que c'est important de prendre en compte les deux rejets. Jean-François Kahn, vous appelez aussi dans ce livre à changer radicalement notre système institutionnel et vous dites le Parlement. Alors, je vais citer votre phrase. Vous dites le Parlement de la Nation. On est aussi ici au Sénat, donc ça nous concerne. Le Parlement de la Nation, hier reflet des différents corps sociaux, n'est plus que l'expression d'un seul corps, celui des parlementaires. Ce n'est pas la France qui est concentrée à travers ces diverses composantes, ce sont deux professionnalismes, l'un de gauche, l'un de droite, qui ont trouvé à s'y placer. Alors résultat, vous dites, là où la gauche peut aligner Victor Hugo, Edgar Quinet, Clémenceau et la droite, vous citez Montalembert, Tocqueville, Poincaré, ben aujourd'hui qui il y a, vous dites, c'est affligeant. Je vous cite, vous dites Bruno Leroux et Christian Jacob, non, plus de grands chênes, mais une souche et un gland. Vous l'avez écrit.
Répondez, comme ce sont pas des... je réponds, comme ce ne sont pas des sénateurs, on peut se défouler. J'allais vous poser la même question sur les sénateurs dans quelques instants. Très sincèrement, si vous déroulez, si vous déclinez tous ceux qui ont été ou chefs de parti ou les présidents des groupes, c'est-à-dire ceux qui parlent pour le groupe, qui expriment la pensée droite, la pensée de gauche, etc. Ces grands noms. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez contre les discours de Christian Jacob, Bruno Leroux, etc. Ça veut dire quelque chose. Et donc cette espèce de dégringolade de plusieurs étages de la qualité des politiques, ça veut dire quelque chose. C'est un vrai problème. Vous êtes en train de nous dire c'était mieux avant. Attention, la petite musique revient. Il y a des choses qui étaient mieux avant. Il y a des choses qui sera mieux demain. Et il y a des choses qui étaient mieux avant. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui est mieux que demain ou hier. Oui, ce que moi je trouve très fort quand même dans le personnel politique et au sommet de l'État, c'est la pensée de la technicité. Par rapport à la politique. Oui. C'est-à-dire que, historiquement, si on revient dans le passé justement, les politiques fixaient un cap stratégique et il y avait les meilleurs de nos élites qui faisaient l'ENA, qui étaient là pour adapter la mécanique de l'État et de la société a eu un propos stratégique. Et nous sommes maintenant face à une génération qui s'est irresponsabilisée pendant un certain temps sur l'Europe, en disant, comme le disait Jean-François Kahn, c'est pas nous, c'est l'Europe. Et quand le pays veut faire revenir au sein de la nation le pouvoir et la volonté politique, quand il dit non momentanément au traité constitutionnel européen, là il y a une panne stratégique. C'est-à-dire qu'il y a une perte sèche de la capacité de nos dirigeants politiques à fixer un projet. Vous recommencez à critiquer. Alors vous imaginez, non mais c'est pas, en fait c'est pas tout à fait le sujet, mais c'est fondamental dans cette crise. Pourquoi il faut réveiller la démocratie. Moi, quand je me balade en France, d'abord, je vois ce que tu as dit. Des gens qui travaillent, qui se bougent, qui imaginent, qui inventent. Et le monde politique n'est pas à leur niveau. Le décalage entre la qualité de certaines innovations, d'imagination, de travail, dans tous les domaines, et le monde politique, c'est terrible. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Non, c'est vrai. Non, mais je vous crois. Je vous crois. Et vous parlez beaucoup d'imagination, de créativité, d'innovation. Vraiment, ce livre est à lire. Jean-François Kahn, Comment s'en sortir? Je vous en supplie, lisez ça chez Plon. Restez avec nous, messieurs. La suite du 22h avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Sandra Cerquera. Regardez. La tête du MEDEF lui est désormais promise. Pierre Gattaz sera le remplaçant de Laurence Parisot. Celui qui faisait figure de favori depuis plusieurs semaines a réussi à rallier ses concurrents, Geoffroy Roux de Bézieux et Patrick Bernardskoni, qui seront vice-présidents délégués. Pierre Gattaz a fait campagne en promouvant un MEDEF de combat contre la crise. Avec la récession, le taux de chômage que nous avons, il faut se mettre tout de suite en musique et tout de suite en marche. Et je crois que ce 3, c'est très bien, c'est une équipe qui montre en effet une unité. Et nous sommes chefs d'entreprise avant tout et nous ne sommes pas des hommes politiques. De fait, l'élection qui devait avoir lieu le 3 juillet n'a plus de raison d'être. Pas sûr que les patrons apprécient que le scrutin se résume à une chambre d'enregistrement. 4e décès suspect dans l'affaire du furosémide. Une enquête préliminaire a été ouverte aujourd'hui à Toulon après la mort d'un octogénaire. D'après le procureur de la République, l'autopsie ne permet pas pour l'instant d'attribuer ce décès à la prise du médicament incriminé. Parallèlement, une perquisition a eu lieu toute la journée à l'usine de conditionnement du laboratoire Teva à Sens dans l'Yonne. La piste d'une malveillance est évoquée par l'agence du médicament. La Grèce toujours sous le choc après la fermeture de l'audiovisuel public. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans tout le pays et une grève générale à l'appel des syndicats du public et du privé a mis les transports en commun au ralenti. À Athènes, devant le siège de RT, la chaîne publique grecque, citoyens et syndicats dénoncent un coup d'État. La plupart des partis grecs désapprouvent la fermeture de la télévision publique. La coalition gouvernementale est mise à mal. Une campagne verrouillée. En Iran, les 50 millions d'électeurs iraniens se rendront aux urnes demain pour élire leur nouveau président et mettre fin à l'ère Ahmadinejad. Hassan Rouhani, seul candidat soutenu par le camp des réformateurs, se retrouve face à 5 candidats conservateurs. Rouhani prône des négociations plus souples avec l'Occident sur la politique nucléaire,
Une position qui déplaît aux autorités religieuses iraniennes. Certains croient faussement que nous devons faire des concessions aux ennemis pour réduire leur colère. C'est une erreur. Selon l'un des rares sondages rendus publics, c'est le conservateur Mohammad Ghalibaf qui arriverait en tête. Une pensée pour les otages français au Niger, Thierry Dolle, Marc Ferret, Daniel Laribe et Pierre Legrand, détenus depuis 1000 jours. Ils ont été capturés à Arlit au Niger le 16 septembre 2010 et sont retenus depuis au Sahel par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une attente insupportable pour les familles qui n'ont pas eu de preuve de vie depuis plus d'1 an. Et la dernière page du 22h à présent avec, comme tous les jeudis, la semaine d'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Vous nous direz, messieurs, ensuite quel dessin vous a interpellé. Regardez. Voilà, messieurs, alors quelle actualité vous a interpellé cette semaine, Jean-François Kahn? L'histoire Guéant, parce que c'est effarant, c'est pas d'une importance considérable, mais enfin. Non, c'est pas par rapport. Vous dites pas comme votre ami François Bayrou, c'est une affaire d'État. Par rapport au FMI qui nous explique qu'il s'est complètement trompé sur le plan de sauvetage de la Grèce et que ça a provoqué une catastrophe, c'est un petit problème. Mais quand même, découvrir qu'un type pour qui, entre parenthèses, moi je considérais que c'était un type extrêmement droit, qui avait le sens de l'État, un républicain pur et dur. Donc, on apprend que l'argent qui devait servir à payer un indique, des renseignements pour lutter contre le crime, un espion, enfin bref, à la lutte contre la délinquance, contre le crime, quoi, etc., servait à s'acheter des machines à laver et des fours à micro-ondes. Quand même, ça fout un choc, hein, c'est quand même peut-être à laver l'argent sale, je sais pas, mais... Jean-Luc Gombault, votre choix? C'est l'histoire quand même de Stéphane Richard. Il est frit ou pas frit. Je me suis demandé s'il n'était pas cuit, surtout, le problème dans cette histoire. Stéphane Rosès. Peut-être Pierre Mauroy, grande personnalité estimable, comme Stéphane Hessel aussi, mais ça a été quand même très très long, les hommages nationaux. Et c'est révélateur de l'ouvrage de Jean-François Kahn, c'est qu'à ce point on vénère, on célèbre une personnalité évidemment tout à fait éminente, honorable, mais c'est dire la préférence des Français et du pays sur le passé et une difficulté à se projeter dans l'avenir. Eh bien, c'est la conclusion. On avait commencé par cela. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jean-François Kahn, d'avoir été notre invité. Merci, Jean-Luc Gombault et Stéphane Rosès pour vos analyses. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Douce soirée. Je vous retrouve lundi avec plaisir, bien sûr. C'est très ancien et il faut absolument venir le voir si vous venez dans la région. Au Pont du Gard, on a cru avoir affaire à une poule aux œufs d'or, on s'est trompé. Il serait hypocrite de dire quand même que le Pont du Gard n'amène pas de la richesse économique sur la commune. Les Gardois, c'est pour aller se baigner, quoi, en fait. C'est pas trop pour le monument. Et les étrangers, c'est plus pour le monument. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain. Magnifique. On
craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Au départ, il s'agit d'acheminer l'eau d'Uzès à Nîmes en utilisant la seule force de la gravitation. L'aqueduc romain de 50 km passe au-dessus du Gardon et force ses ingénieurs à créer le pont du Gard. Ça, c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est le monument antique le plus visité de France. 1 300 000 curieux, français et étrangers, s'y bousculent chaque année. Pour mieux les accueillir, le site a récemment fait peau neuve. Il faut bien ça pour un ouvrage inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, monument historique depuis 1840 et grand site de France. Le coût des travaux est à la hauteur de ce palmarès, 50 millions d'euros, avec une idée derrière la tête. Et si le patrimoine, si cher à entretenir, pouvait aussi beaucoup rapporter. Après l'eau, c'est l'argent qu'on imagine ici couler à flot. Sur l'autre rive, on n'a même pas de traces d'arches effondrées. Les pierres ont été emportées et réemployées ailleurs, tout simplement. Et donc, nous descendrons par un escalier en colimaçon qui a été aménagé au 19e siècle pour faciliter la visite de ce qui, entre-temps, était devenu un monument historique. Comment transformer un ouvrage 2 fois millénaire, accessible à tous et perdu au milieu de la garrigue, en machine touristique rentable et efficace, sans en dénaturer le cadre? Les réflexions autour de l'aménagement ont duré 15 ans. L'histoire de ce lieu d'exception aurait pu d'abord basculer en 1987, quand le président du Conseil général Gilbert Baumet sort de ses cartons un projet extrêmement ambitieux. On est à la fin des années 80, la mode est au parc d'attractions. Les Gaulois ont leur parc Astérix, les Romains auront le leur. Pont du Gard superstar sur 400 hectares. On va mettre en valeur culturellement le département, le Pont du Gard, en aménageant et en faisant mettre en valeur un tas de vestiges romains qui sont autour du Pont du Gard, et nous ferons un circuit culturel. Tous ces touristes, et notamment étrangers qui viennent ici, découvriront vraiment un aspect culturel avec un village romain. Là, on a reconstitué toutes les dalles romaines, une carrière romaine, un amphithéâtre, un seuil lumière. Tout ceci va être offert, je dirais, comme image du département. À l'époque, le département du Gard se cherche un avenir, et s'il a peu de plage, il a beaucoup de vieilles pierres. Développer le tourisme de loisirs semble être une bonne idée, mais l'ampleur de ce projet démesuré suscite très vite les réactions passionnées des amoureux du pont. Parmi eux, Claude Larnac. Alors oui, c'était une caricature assez intéressante sur les réactions qui traduisaient un petit peu les réactions des riverains sur ce projet, ce petit train qui traverse, etc., les oiseaux qui s'en vont. Enfin, en somme, la transformation d'un site McDonald's, enfin bon, la transformation d'un site en résidence vacancière. L'amoureux du pont. J'ai réagi en pensant qu'on nous préparait un Disneyland. Parce qu'après tout, les premiers documents qui sont parus, ça mettait en état un village qu'on devait construire à proximité du pont, de fausses arches dans le prolongement du pont. Enfin, toutes ces structures un petit peu plus ou moins outre-Atlantique qu'on ne souhaitait pas voir ici. Il est évident que le côté naturel et le côté historique cédaient le pas au côté touristique et commercial. On le sentait venir. Et on ne s'est pas trompé. 500 emplois étaient prévus. Bon. Et la mise en valeur du pays, enfin bon, notre pays devait devenir un Eldorado. Il est évident que c'était prendre les gens pour des nigauds. À Paris, François Mitterrand s'emballe et promet de soutenir le projet dans le cadre de ses grands travaux. Mais c'était compté sans le comité de défense présidé par Claude Larnac, qui alerte l'opinion publique de la défiguration programmée du site. J'ai tous mes documents relatifs au Pont du Gard. Ici, tous les dossiers particuliers avec leur thème. Et là, j'ai des archives qui correspondent à l'époque où nous avions engagé un procès contre le projet Baumet. Les documents ne manquent pas. Ça traduit 4 années de bagarres sérieuses. L'obstination finit par payer.
En 1994, Alain Journet prend la tête du département. L'argent, lui, est toujours sur la table. L'Europe et le gouvernement ont promis des aides et l'idée d'encadrer les touristes pour en tirer profit fait son chemin. En bref, non au parc d'attractions, mais oui au circuit culturel. On comptait à l'époque qu'au Pont du Gard, il passait entre 1,5 million de visiteurs par an. Mais les gens venaient, ils voyaient le pont, ils faisaient pipi, ils achetaient une bière et ils repartaient. Donc ça suffisait pas, quoi. Le conciliateur. C'était un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre. Donc les gens qui venaient au Pont du Gard venaient, repartaient, mais sans comprendre. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir avoir sur place tout ce qui pouvait expliquer aux gens qui venaient voir le Pont du Gard ce qu'était le Pont du Gard, à quoi il servait, son utilité. Il amenait quand même 25 000 mètres cubes d'eau par jour à la ville de Nîmes. Chaque fois que j'allais au Pont du Gard, ce qui me peinait beaucoup, c'était d'abord que les voitures passent sur le pont qui est joint au Pont du Gard. C'était que les gens se garent n'importe où. C'était un peu c'était le Capharnaüm, quoi. Moi, il me semblait que le Pont du Gard, comme je dis à ce moment-là, devait être restitué à Sa Majesté antique. Le pont, c'était le pont. Voilà, il ne devait pas être pollué par tout un tas de choses au départ. Et donc, on a essayé de réfléchir sur ce qu'on appelait l'architecture silencieuse. Voilà. C'est-à-dire que de tout ce qu'on faisait, on ne devait pas voir le Pont du Gard. Et du Pont du Gard, on ne devait voir rien de ce qu'on faisait. Et on devait restituer le Pont du Gard à la nature. Voilà. Cette fois-ci, ça y est, la mise en valeur du site est votée avec l'aval des populations locales sensibles à l'argument écologique. Voyez le plus grand en construction enfoui dans le sol avec les arbres 5 mètres au-dessus qui le cachent du monument romain. Premier service, les parkings. Leurs voitures garées, les visiteurs gagneront le pont du Gard en traversant le musée sur un parvis bordé d'un côté par un espace culturel, de l'autre par des commerces. L'espace culturel, c'est une vaste nef de 100 mètres de long sur 9 mètres de haut. À l'intérieur, une exposition permanente sur les thèmes de l'eau, de la construction de l'aqueduc et de la civilisation gallo-romaine. Fini l'ambiance guinguette et les baraques à frites. Place à l'an 2000. Musée climatisé, self-aseptisé, sandwich sous cellophane, selon un parcours tout tracé. Et ça marche. Le temps passé sur le site est multiplié par 2 en quelques années. Les Gardois, eux, redécouvrent le pont piéton et ses berges nettoyées avec une certaine appréhension. On vient pas très loin, on vient d'un village d'à côté d'Uzès qui s'appelle Saint-Maurice-de-Cazevieille. Et on est venu, c'est la première fois qu'on vient avec les garçons faire une balade. On est passé par derrière, on est pris une petite balade. Et là on montrait ce grand monument, voilà, profiter de la rivière et peut-être pique-niquer. Moi, j'ai connu quand j'étais petite, on pouvait même rouler sur le pont en voiture. Il n'y avait pas tout ce dispositif, vraiment, tout était fermé. Donc on pouvait même rouler en dessous et on pouvait même marcher au-dessus, traverser au-dessus et c'était pas mal, peut-être dangereux, mais c'était bien aussi. Signe des temps modernes, une allée piétonne est venue remplacer la route départementale. Visite guidée du site avec son directeur, Paolo Toeschi. Ce lieu, c'est le lieu de tous les espaces culturels où le public est supposé passer. C'était notre commentaire de tout à l'heure. Donc vous voyez la diversité des espaces entre cafétéria, boutique et musée, centre d'interprétation, ludothèque et cinéma. Voilà, tout l'enjeu est de faire que les uns et les autres puissent cheminer dans ces espaces avant de poursuivre notre trajet et de nous rendre vers l'aqueduc. Le directeur. La voiture, il faut l'imaginer, à l'époque, circuler ici, c'était une voie départementale. Elle est déclassée aujourd'hui. C'est de faire en sorte que le véhicule soit repoussé, non pas le plus loin possible, mais une distance raisonnable pour le piéton. Voilà. Nous sommes en gros à 300-400 mètres, c'est tout à fait tolérable, ça se fait en quelques minutes. Et en même temps, un aménagement suffisamment souple, agréable, pour conduire le visiteur naturellement vers l'aqueduc. C'était urgentissime de faire quelque chose. Voilà. Je ne peux pas vous montrer la différence et c'est souhaitable, mais vous pouvez imaginer un flot de voitures continu, des stationnements anarchiques, des petites baraques, pour ne pas dire autre chose, de partout, et aujourd'hui cela. Et quelle est l'image que nous voulons donner au public international? Quelle est l'image que nous voulons donner à nos compatriotes qui viennent ici, un parking, ou alors cet émerveillement?
Nathaniel, come down. Save the group. Sorry. That's okay, I like it. Les monuments historiques sont très bien gardés et c'est quelque chose de merveilleux pour moi. La touriste professeure. Les élèves doivent apprendre quelque chose d'histoire. Donc vous allez les emmener au musée ou juste leur proposer d'aller s'ils veulent? Nous allons les emmener au musée et puis au pont un peu pour 1h30. Et nous allons visiter Avignon aujourd'hui et nous restons en Nîmes et puis à Carcassonne. Ouais. Les Suisses, les Belges, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Américains, les Japonais, depuis très longtemps, en moyenne, parce qu'ils viennent en quart, près de 1600 quarts de Japonais par an, qui ont pris des habitudes, sur la base de ce que nous avons proposé, de venir visiter, se restaurer et repartir dans leur trajet, dans leur parcours. Et de plus en plus, on s'ouvre à d'autres territoires, en faisant de la prospection à l'international. Ça vaut aujourd'hui pour le Brésil et l'Inde, comme ça valait hier pour les Chinois. Et on commence à avoir des Chinois ici, en nombre pas encore très satisfaisant, mais 1% de Chinois. Et pour instruire ces touristes venus du monde entier, l'aménageur n'a pas lésiné sur les moyens. Un musée 4 étoiles, une ludothèque pour enfants avec des termes grandeur nature, une exposition temporaire et une salle de cinéma. Pas loin de 10 000 mètres carrés qu'il faut bien rentabiliser. Le public, lorsqu'il vient ici, il vient avec une ambition, un objectif, c'est voir l'aqueduc. Donc il se gare après avoir fait demi-heure ou des heures de voiture au quart, et immédiatement, c'est voir l'aqueduc. Voilà. Alors comme on ne le voit pas en arrivant, on veut s'y précipiter et vite prendre la photo, le souvenir inaltérable de ce lieu. Notre enjeu, c'est de montrer que pour voir l'aqueduc et pour le comprendre et comprendre ce lieu, il faut passer dans le musée, le centre d'interprétation. Mais c'est en même temps la contrainte du lieu. Et c'est la contrainte qui a été apportée à l'architecte. Faire en sorte qu'il y ait le moins de covisibilité possible et que tout soit intégré, tout soit à peu près caché. Tellement caché que finalement on passe sur le musée, on circule au-dessus sans s'en apercevoir. On est arrivé, c'était presque désertique et on se demandait même si c'était bien ouvert ou voilà. Ça, c'est vrai qu'il y a peu d'affluence. Je ne sais pas pourquoi. Les bons élèves. On s'est dit que pour un petit peu intéresser les enfants justement, avant d'aller voir le pont du Gard en lui-même, etc., et un petit peu les mettre dans le bain, on allait commencer avec une activité plus centrée sur eux. Comme ça, on les a plus avec nous que comme un boulet, entre guillemets. Donc on les fait participer dès le départ, je veux dire, pour essayer de les impliquer, de les intéresser. Et puis on se dit alors que le reste de la visite sera peut-être plus agréable pour eux et pour tout le monde, quoi. Donc voilà. Mais les bons élèves, comme cette famille belge, sont rares. La première année, seule une personne sur 30 passe les portes du centre. Résultat, les caisses restent vides. Alors la solution, c'est le parking. Aujourd'hui, que l'on passe ou non par le musée, tout le monde paye le même prix. 18 € par véhicule à l'entrée du site. Trop cher pour de nombreux resquilleurs, bien décidés à contourner le péage. Donc là, en fait, on va poser une voiture dans le parking où on paye l'abonnement et on va ressortir, nous emmener plus loin et revenir. Les enfants vont rester là et nous, on va revenir à pied. Parce que ça fait trop cher. Attention, il y a des voitures. Ça fait trop cher, 2 voitures. Enfin, voilà. Le but, c'est de se rafraîchir par cette chaleur intenable. Voilà. C'est pas de dépenser 50 € la journée, quoi. À chaque fois, il faut qu'on sorte des gros billets. Partout où on va, il faut payer. Le but, c'est d'arracher le plus d'argent aux touristes. Et malheureusement, nous, on est de la région, quoi. Et qu'on soit touriste ou de la région, il faut à tout prix qu'on sorte de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est bien dommage parce qu'on pourrait... après, on pourrait accepter de payer 2, 5 € un parking. Mais là...
Les perdants, ce sont eux, les usagers occasionnels du site, venus passer l'après-midi à l'ombre de ces arches et qui ne représentent aujourd'hui qu'un petit pourcentage des visiteurs. Pour Alain Vérac, de l'Université de Nîmes, c'est un revers inévitable de la patrimonialisation. Comment expliquer surtout à celui qui vient se baigner le soir, qui peut-être le pont c'est pas son premier, sa première préoccupation, que quand il vient, il faut qu'il donne en plus un émolument en passant. Ça, je pense que là, ça passe pas pour beaucoup de gens, quoi. L'archéologue. Alors après, vous avez deux attitudes. Vous pouvez dire, bon, c'est un site qui est magnifique et tout, on n'est plus dans la baignade, ils peuvent aller se baigner dans les gorges un peu plus haut, etc. et tout. Mais là, après, on touche à la tradition. Les gens avaient des habitudes autour de ce pont. Les habitudes, c'était donc les baignades le dimanche, c'était les mariages donc, qui se faisaient dans les auberges voisines, c'était donc le petit dîner au bord de l'eau, le canoë, et tout ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des fois remis en cause. Parce que le gardois qui connaît le site et qui veut revenir avec des amis et qui paye ses impôts, moi je trouve que là, ces dernières années, il ne s'y retrouve pas. Ça ne correspond à une époque peut-être, et on ne peut pas le mettre dans le côté négatif du projet, puisque bon, on veut donner à plus de gens la possibilité d'arriver dans ces lieux. Du coup, il y a des inconvénients, et ce n'est pas les inconvénients du Pont du Gard, c'est les inconvénients de tout monument mis en valeur n'importe où dans le monde entier. Je veux dire, moi je l'ai vu partout ailleurs. Bon, d'accord, les gardois iront se marier ailleurs. Mais cet aménagement a-t-il au moins tenu ses promesses de retombées économiques sur la région? On promettait que le projet allait apporter et des emplois, faire tourner le commerce, apporter un bien-être dans la région. En fait, rien n'a changé. Pour moi, il n'y a pas plus de retombées qu'avant. De tout temps, les gens qui sont venus au Pont du Gard ont eu besoin de se loger, ont eu besoin de se restaurer. Pour moi, le Pont du Gard, l'aménagement lui-même n'a pas apporté grand-chose. Il a apporté un peu, évidemment, il ne faut pas. Hein. Mais c'est loin de correspondre aux moyens qui ont été mis en jeu et aux résultats. L'explosion du nombre de visiteurs espérés n'a pas eu lieu. Il y a certes quelques autocars asiatiques en plus, mais les locaux sont beaucoup moins nombreux. Résultat, le nombre total de visiteurs est toujours le même. Avant les travaux, le Pont du Gard était un moteur pour l'économie locale. Il est encore aujourd'hui, ni plus, ni moins qu'hier. C'est par exemple le fonds de commerce des loueurs de canoës de Colias, à quelques kilomètres en amont du site. C'est le truc qui fait vendre, hein. Le Pont du Gard, il est sur notre dépliant, sur le site internet. La descente phare, c'est Colias Pont du Gard, pour pouvoir passer sous le Pont du Gard en canoë et profiter du Pont du Gard. Ouais. Le canoëiste. Donc on est là depuis 1984. On est ouvert de début avril à fin septembre, pendant 6 mois, tous les jours. En début de saison, en fin de saison, c'est beaucoup de locaux et des Français. Et après juillet-août, le gros de la saison, c'est beaucoup d'étrangers, en majorité, et surtout des pays nordiques, quoi. Il y a une petite évolution, mais ça n'a pas multiplié par 10. Hein. Alors, on loue un petit peu plus parce qu'on est ancien et on est de plus en plus connu. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de monde au Pont du Gard qu'on loue plus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont voir le Pont du Gard et c'est uniquement ça, c'est sur un circuit. Ils ont tel jour, on part d'Avignon, on va à Nîmes. Le Pont du Gard, c'est sur la route, on a 1 heure pour visiter et c'est tout, quoi. Ils n'ont pas le temps de faire une activité, quoi. Après, c'est les gens qui sont en vacances ici, qui ont un hébergement fixe, qui eux font une sortie en canot. Même son de cloche à Remoulins. Cette commune située à l'entrée du site voit passer tous les jours 8000 personnes en été. Mais les commerces du cru ont un peu de mal à voir venir les bénéfices de l'aménagement.
forme? Ouais, ça va et toi? La façon dont s'est fait le projet, je pense qu'au niveau des commerces locaux, je ne sais pas au niveau des municipalités, ont été tenus à l'écart, les commerces locaux complètement. Le militant fleuriste. Moi j'étais là au moment du projet, on n'a jamais été consulté, jamais contacté. On a été carrément oublié, c'est-à-dire le Pont du Gard, c'est le Pont du Gard, c'était presque un îlot, si vous voulez, l'image qui est devenue pour les locaux, et en plus pour les commerçants qui font vivre donc forcément toute la vie locale. Voilà, on n'existait plus. Voilà, c'était un peu dommage au niveau de ce projet-là. Il y a beaucoup d'activités par contre qui sont en souffrance, tels les boulangers, les bouchers, la presse. Vous prenez un exemple, un village aussi important que Romoulin, on n'a plus de presse, vous imaginez, depuis 2 ou 3 ans dans un village aussi important. Pour moi, le plus emblématique pour Romoulin, voilà, c'est l'histoire d'une presse. Les bouchers avant, il y en avait 3 sur Romoulin, il n'y en a plus qu'un, qui travaille très bien, mais c'est des métiers en perdition. Moi, les boulangeries, il n'y en a plus que 2 au centre-ville. Donc que 2 boulangeries, avant qu'il y avait 3 boulangeries, dont une qui faisait du pain au feu de bois. Vous avez des activités comme ça qui ont disparu. Romoulin a toujours été un lieu de passage. Hein. Bon, on est situé sur l'axe nord-sud, l'axe des vacances, hein, des plages, de l'Espagne. Le maire. La grosse majorité des personnes qui viennent visiter le Pont du Gard ne font que passer. Par contre, concernant les visiteurs qui ont un peu plus de temps, hein, qui pourraient consacrer un peu plus de temps au site, on a actuellement un gros handicap, c'est qu'on n'a pas de structure d'hébergement suffisante. Il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Moi, c'est vrai que je rêve du temps où le soir, samedi soir, il n'y avait rien de prévu. On dit, tiens, on va manger au Pont du Gard. On prenait la voiture, il y avait 3 kilomètres, bon, à pied même parfois, hein, c'est pas loin. Hein. Et puis on allait là-bas, et puis on avait des petits restaurants là, où on retrouvait des amis un peu partout. Là, c'était des soirées extraordinaires. Pour l'instant, c'est ce qui manque au Pont du Gard. C'est ce qui manque au Pont du Gard. C'est difficile à faire parce qu'encore une fois, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi sur le site. Mais peut-être donner un peu plus de vie, parce que le Pont du Gard, le site du Pont du Gard, le soir, là, il a tendance un peu à s'assoupir, quoi. Pour réveiller les Gardois et surtout renflouer les caisses de l'établissement déficitaire, la direction s'est lancée en 2005 dans une programmation culturelle tout public, inspirée d'autres grands sites de France, les arènes de Nîmes tout près ou plus loin, le château de Versailles. L'enjeu qui nous était fixé et la commande politique qui nous était fixée, c'est d'arriver à un autofinancement suffisant nous permettant d'atténuer la charge pour les collectivités. Nous y sommes, je crois raisonnablement, nous sommes à plus de 73,5% d'autofinancement. À quoi ça nous sert? Nous, ça nous sert à faire plus d'activités, mieux maintenir le site, le rénover, le réhabiliter, faire plus de promotions en France et à l'étranger, aller rechercher l'ensemble des professionnels, leur parler, communiquer avec eux, et puis surtout à faire une programmation culturelle qui fait que ce lieu, au-delà de la qualité même du lieu, de son expression en France ou à l'étranger, émerge parmi les grands sites. Tiens, il y a une programmation culturelle. Le public est au rendez-vous, mais ce choix commercial ne fait pas l'unanimité. Moins d'histoire, plus d'événementiel, ça ne ressemblerait pas un peu au Barnum du parc d'attractions dont personne ne voulait il y a 20 ans? Il faut dire les choses comme elles sont. La culture, c'est jamais rentable. Donc, pour arriver à avoir un équilibre, à mon sentiment, ça sera difficile sur un site comme ça d'arriver à l'équilibre. Le conseiller général. On ne fait pas de politique au Pont du Gard. La seule politique, c'est la politique du département et d'amener les gens au Pont du Gard. Parce que combien j'ai rencontré de présidents de conseils généraux qui me disent si on pouvait le déplacer, on te fait un chèque de combien pour avoir le Pont du Gard? Et quand je pense que dans mon département, à l'époque, on disait, mon Dieu, que ça coûte cher le Pont du Gard, et que tous les autres me disaient, si on avait la chance d'avoir un lieu qui nous amène 1 200 000 personnes en faisant le minimum de communication. Le tourisme est devenu, il y a une dizaine d'années, la première ressource du Gard, devant l'agriculture. Chaque visiteur qui met l'aqueduc romain sur sa route laisse en moyenne 123 € sur le territoire. Et si l'aménagement du site n'était peut-être pas la solution miracle pour enrichir le département,
il a sûrement sauvé l'une de ses principales ressources et surtout préservé son emblème. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain Magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va tourner. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Ça ne se voit pas de prime abord. Ces jeunes joueurs de basket ont tous été désignés déficients mentaux. Mais la différence se voit-elle à l'œil nu? Et d'ailleurs, en quoi sont-ils différents? En suivant l'équipe de France de basket adaptée, le réalisateur interroge notre rapport à l'autre et la façon dont la société considère la déficience mentale. Adapté, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Caroline Cailleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Beauvais, sénatrice, également présidente d'une communauté d'agglomération. Quelle est votre position sur le cumul des mandats? Je pense que le mandat local s'enrichit du mandat national. Et je pense que l'un sans l'autre serait quelque part un peu déconnecté de la réalité. Le mandat local a besoin du mandat national, c'est-à-dire pour rayonner, pour toucher d'autres partenaires pour la ville, pour la mettre en valeur. Mais pareil, j'allais dire, la vigilance du législateur a besoin de s'appuyer sur l'expérience locale. Vous avez été élu dans un contexte particulier avec le basculement à gauche du Sénat. Est-ce que ça a changé votre vision du Sénat, ce basculement à gauche? Non, parce que le basculement à gauche est purement politique. Mais bien évidemment, quand on arrive au Sénat, on est à la fois impressionné, à la fois honoré et à la fois conscient des responsabilités que le mandat vous donne. Ma fibre sociale que je tiens à la fois d'Yvon Bourges, qui a été dans cette belle maison autrefois et avec qui j'avais eu le plaisir de travailler, et puis Philippe Seguin, qui m'a aussi donné ma chance en politique, m'ont insufflé cette fibre sociale. Et tout naturellement, j'ai postulé pour travailler au sein de la commission des affaires sociales qui a, je dirais, un registre varié de sujets. Vous avez donné une interview dans laquelle vous expliquiez que après 6 mois de travail parlementaire, vous vouliez être un sénateur impartial. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que je suis bien évidemment, j'allais dire, habituée à travailler avec les uns ou les autres, quelles que soient leurs opinions. Mais même au Sénat, ça veut dire que vous pourriez voter des textes émanant de la gauche si vous trouviez... J'ai parlé à l'écoute des élus. Quant à voter les textes, je fais partie d'un groupe et je soutenais la politique du gouvernement qui était ma majorité, mais je crois qu'il est aussi nécessaire d'avoir certaines hauteurs de vue et de voir ce qui peut être bon pour le territoire ou ce qui est dangereux pour le territoire. Est-ce qu'il y a des choses à réformer selon vous? Par exemple, pendant la campagne pour l'élection présidentielle, certains préconisaient de réduire le nombre de parlementaires ou carrément supprimer le Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je crois que le Sénat a fait ses preuves. Quant à le supprimer, ça me paraît totalement impossible. Et je pense que l'équilibre législatif se nourrit justement de cette dualité entre l'Assemblée et le Sénat. Et sur la réduction du nombre de parlementaires, est-ce qu'il y a trop de sénateurs aujourd'hui? Écoutez, dans l'Oise, nous sommes 4 sénateurs pour un département qui représente plus de 850 000 habitants. Ça me paraît un chiffre absolument équilibré. On aurait même pu être 5 si nous avions poussé le raisonnement plus avant. Donc je pense que chaque territoire a besoin de cette représentation équilibrée. Et d'ailleurs, si je reviens sur l'Oise, il y a 7 députés pour 4 sénateurs. Donc je crois que le chiffre se suffit à lui-même.
En Égypte, le printemps arabe a rassemblé musulmans et chrétiens coptes unis face à l'oppression du pouvoir. Mais face à la montée de l'islam politique, quelle est la place de ces chrétiens aujourd'hui? La seule chose que nous voulons, c'est simplement la démocratie. Depuis le début de la révolution populaire jusqu'à l'élection de leur nouveau pape, itinéraire d'une minorité qui se bat pour le maintien de ses droits. Nous sommes ici pour tendre l'autre joue après avoir été frappés. Le printemps noir des chrétiens d'Égypte, samedi à